mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour. Abraham Serfati occupe une place singulière dans l'histoire politique contemporaine, figure majeure du marxisme marocain, ingénieur, penseur, visionnaire, militant, inflexible, juif, arabe, antisioniste et surtout un homme qui n'a jamais cessé de payer le prix de sa liberté de penser. Né en 1926 à Casablanca dans une famille juive tangéroise, Serfati appartient à une génération d'intellectuels pour qui la pensée n'avait aucun sens si elle ne s'incarnait pas dans une lutte. Pour lui, l'engagement n'était ni un rôle, ni une posture, c'était une manière d'être au monde. Sa vie, 17 ans de prison, des périodes de torture, 3 années de clandestinité, l'exil forcé, la déchéance de nationalité, éclaire une chose essentielle, un homme peut être brisé physiquement sans jamais être mis au silence. Serfati fut très tôt l'un des premiers à articuler une critique frontale du sionisme dans l'espace francophone, à une époque où cette analyse n'existait presque pas dans les milieux progressistes occidentaux. Pour lui, le sionisme n'était pas seulement une entreprise coloniale, mais aussi une négation profonde du judaïsme arabe, une rupture historique imposée aux Juifs du Maghreb qu'il considérait comme des Arabes de culture juive. Il voyait Israël non comme un peuple, mais comme un conglomérat artificiel façonné par des intérêts impériaux et par l'instrumentalisation de la tragédie juive du XXe siècle. Aujourd'hui, alors que des organisations juives dissidentes comme Tzedek prennent la parole pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et les dérives d'un État israélien engagé dans une logique de domination structurelle, le travail de Serfati revient au premier plan, non pas comme une relique du passé, mais comme une grille de lecture indispensable pour comprendre la continuité historique entre le colonialisme, l'apartheid et la destruction actuelle de la société palestinienne. Et puis il y a aussi la dimension intime avec Théo Serfati, son petit-fils, qui porte dans son nom une mémoire familiale, mais aussi une vision politique de clarté et de courage. Dans son avant-propos, dans le livre écrit sur la Palestine, il écrit « Mon grand-père était de celles et ceux qui ne se taisaient pas. Rien n'a pu lui enlever son amour indéfectible pour la justice. Il aurait voulu voir la Palestine avant de mourir. » Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour Jonathan de Bonjour. Tzedek. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être une première question pour toi, Théo. Qu'est-ce que ça signifie intimement d'être aussi le petit-fils de ce grand homme qui était Abraham Serfati ? Tout d'abord, merci. Merci de nous permettre de parler de mon grand-père aux médias. Moi, c'est ma première interview télé et je suis ravi de le faire aux médias par rapport à tout ce que vous déployez dans l'univers médiatique qu'on connaît aujourd'hui, qui se fascise, qui se valorise et ce que vous incarnez, la ligne que vous incarnez. Enfin, ça me fait très plaisir d'être là pour cette première interview. Et avant aussi toute chose, j'aimerais aussi adresser, je pense, toutes mes, mais aussi toutes nos condoléances et toutes nos solidarités envers les camarades marocains et les familles de Mustapha Brahma et Tion Assidon qui nous ont quittés il n'y a pas si longtemps. Oui. Merci de le rappeler. C'est une grande question en fait. Qu'est-ce que ça signifie intimement d'être le petit-fils d'Abraham Serfati ? Je pense d'abord c'est être le fils de Maurice Serfati, lui-même fils de mon grand-père, enfin d'être le fils de son fils. Je suis son seul petit-fils. Mon père était son seul fils. Donc, ce que ça signifie intimement, c'est je pense, un devoir de mémoire où moi, j'ai eu la chance et entre guillemets la malchance de connaître mon grand-père que comme mon grand-père. Intimement, ça n'a toujours été que mon grand-père et j'ai jamais vu l'homme politique qu'il était. Moi, personnellement, je me suis politisé un peu tard. Il est mort quand j'avais 19 ans. Et moi, je me suis politisé au milieu de la vingtaine. Et j'ai jamais eu ces discussions politiques avec lui. Il m'a jamais parlé de toutes les souffrances qu'il a pu avoir et de son parcours. Et je pense qu'il a vu en moi la dernière et un peu la seule relation familiale qu'il pouvait vraiment avoir, parce que son engagement et sa vie politique et professionnelle ont fait qu'il a eu
je pense, du mal à entretenir cette relation familiale. Donc, il a voulu garder avec moi cette relation-là. Mais du coup, moi, c'était une chance de le découvrir comme ça, mais aussi une malchance parce que en me politisant, je me suis rendu compte de qui il était et de ce que potentiellement j'avais raté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un sentiment de devoir, de mémoire à partager, parce que si potentiellement cette réédition elle aurait pu avoir lieu sans moi, quelqu'un aurait pu s'en emparer et se dire qu'il fallait rééditer Serfati, qu'il fallait remettre Serfati, comme tu l'as dit, en tant que grille d'analyse sur la situation, mais peut-être pas. Et au vu de l'engagement et des souffrances qui ont été les nôtres et qui ont été les siennes, je pense qu'on ne pouvait pas laisser cette question sans réponse certaine. Donc voilà, c'est ça intimement, je pense, être le petit-fils. Donc tu t'es rendu vraiment compte, en fait, sur le tard, toute la figure historique qu'il y avait aussi derrière ton grand-père, qu'il était, le travail aussi immense qu'il a fait. Et il parlait aussi du sionisme comme, je cite, de la négation du judaïsme arabe. Comment est-ce que tu expliques aujourd'hui cette idée dans un débat public qui est quand même très polarisé ? Je pense qu'il faut le dire aussi simplement que lui le disait. C'est-à-dire rappeler que le sionisme est une idéologie, tu l'as dit en introduction, mais raciste, colonialiste et impérialiste, que ce que le sionisme est en train de faire en Israël, et on le voit avec toutes les lois qui ont été votées ces dernières années en Israël et qui créent un vrai état d'apartheid qui a été documenté, qui est prouvé par de nombreuses organisations internationales, dont Amnesty. Lui, il se revendiquait arabe-juif. Oui. Et arabe parce que juif, et juif parce qu'arabe juif. Et cette simple phrase, à mon sens, elle démonte tout l'argument et qu'est-ce qu'est réellement le projet sioniste. Et pour Tzedek, Jonathan, donc tu fais partie de l'association Tzedek qui a le mérite d'exister, et merci. Comment, justement, que représentait Abraham aussi Serfati pour Tzedek, et pourquoi, est-ce que c'était nécessaire de créer justement un espace juif qui était clairement antisioniste en France ? Alors, déjà bonjour et puis merci pour l'invitation. Il y a plusieurs raisons derrière. Nous, l'idée centrale, c'était de porter une voix juive antiraciste depuis la France. Et qui dit antiraciste, en tout cas à nos yeux, dit anticolonialiste et anti-impérialisme. Le sionisme étant une transposition d'une certaine manière, et pas que d'une certaine manière, calquée sur le modèle de la suprématie blanche européenne avec l'avènement de la modernité capitaliste au XIXe siècle. Même si c'était une réponse à l'antisémitisme, on estime que c'était la pire des réponses. Et comme elle nous touche directement en tant que juifs et juifs, ça fait partie effectivement de nos caractéristiques. Et on s'est dit qu'il fallait porter une voix juive antiraciste depuis la France qui à la fois lutte contre la concurrence mémorielle, contre les hiérarchisations de toutes les contre la hiérarchisation des différentes formes de racisme, en reprenant aussi leur histoire commune, qu'évoque notamment Abraham Serfati à travers la Reconquista et l'inquisition d'Al-Andalus jusqu'à la racialisation au sens pseudo-scientifique du terme au XIXe siècle. Et évidemment, l'envie de se réapproprier un héritage révolutionnaire qui est malheureusement méconnu. C'est le cas pour certaines identités juives arabes, dont Abraham Serfati. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les échanges qu'il peut avoir avec Emmanuel Lévin, Ilana Lévy, ou encore en citant Abraham Léon, qui sont d'autres grandes figures. Mais c'est vrai de manière générale, au-delà de des identités juives arabes, nous on part du principe que nos identités juives sont plurielles parce qu'on prône des identités diasporiques ici et ailleurs, ce qui est aussi valable dans le cas des Ashkénazes, dont les cultures sont en train littéralement de s'effondrer à cause du sionisme qui tend à vouloir faire des juifs et des juifs un bloc monolithique rallié derrière une idéologie nationaliste. Et en ça, la figure d'Abraham Serfati, pour nous, avant même que le livre soit réédité, et du coup ça fait partie des figures des judéités révolutionnaires qu'on incite à découvrir chez les membres de Tzedek. Et du coup on a été super touchés et honorés lorsque Théo nous a proposé de participer à la rédaction de la postface du livre. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important de distinguer impérativement le sionisme du judaïsme ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le judaïsme, c'est quand même une religion avec différentes manières de l'interpréter, qui a des millénaires d'histoire. Le sionisme est une idéologie nationaliste, suprémaciste et racialiste extrêmement récente, qui n'a pas toujours été hégémonique au sein des juifs et des juives. Et les judéités qui émanent du judaïsme sont quand même historiquement beaucoup plus riches et beaucoup plus diverses que la création d'un État suprémaciste. Nous, on diffère les deux aussi, parce qu'on estime qu'au-delà même de l'héritage
révolutionnaire. Nos grands-parents qui parlaient différentes langues, l'arabe du Levant, des langues comme le Derija, comme des langues amazighes, le yiddish, le ladinos et autres. C'est un héritage juif en fait qui est littéralement menacé par le sionisme et toutes les personnes qui le soutiennent, puisque le sionisme ne serait pas aussi fort s'il n'était pas soutenu par tout un pan des différentes tendances de la suprématie blanche aussi. Et justement, Théo, Abraham Serfati était un des premiers à affirmer qu'il n'existe pas de peuple israélien en tant que tel, mais un conglomérat structuré par un projet colonial. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi c'était un des premiers ? Je pense qu'il était clairvoyant et qu'il avait une grille d'analyse très développée. Il le dit, il le répète dans nombreux de ses livres. Je pense que son père a beaucoup joué dans cette vision-là. Il lui a très vite montré l'absurdité et le fantasme du projet sioniste par rapport à ce pays refuge du soi-disant peuple juif. Donc je pense que c'est ça qui a aussi façonné son analyse. Et je pense que par rapport à notre époque, à l'époque, il y avait un internationaliste qui faisait que qui leur permettait aussi de réaliser l'astuce du projet sioniste comme pointe avancée de l'impérialisme. Et comment est-ce qu'il a pu maintenir, on le lit dans le livre et on le connaît dans l'histoire, 17 ans quand même d'années en prison, où il a été emprisonné. Comment est-ce qu'il a pu maintenir aussi une telle lucidité intellectuelle pendant toutes ces années en prison ? En réalité, il bossait, il travaillait beaucoup en prison. Juste pour un peu éclaircir les gens qui vont nous écouter, je me permets un petit point d'histoire, de chronologie. Oui. Il se fait arrêter pour la première fois en 72. Si on compte pas les premières fois où il se fait arrêter en 50 et en 52, mais c'était dans la lutte pour l'indépendance du Maroc. Donc il se fait arrêter une première fois en 72. Avec Abdelatif Lehebi, c'était les deux co-directeurs de la revue Souffle, qui était à la base une revue culturelle et littéraire, et qui très vite a pris ce terreau culturel pour devenir une revue révolutionnaire, marxiste-léniniste. Donc ils se font arrêter par la police marocaine. Très vite, ils se font libérer. Parce qu'il y a des manifestations assez énormes dans tout le pays, notamment étudiantes, qui criaient, les slogans c'était liberté pour Serfati, liberté pour Lehebi. Donc ils se font libérer quelques semaines après cette première arrestation, et quelques jours, que je ne sais plus exactement le temps, mais très rapidement après, il y a une nouvelle tentative d'arrestation. Donc là, c'est une scène assez surréaliste que on peut voir dans le film La moitié du ciel, qui est issu de l'autobiographie de Jocelyne Lehebi, qui est la femme de Abdelatif, réalisée par Abdelkader Lakta, où en fait la police a envoyé une voiture chez Lehebi et chez mon grand-père pour les arrêter. Et il se trouve que mon grand-père était apparemment plus matinal que la police, et il était déjà chez Lehebi. Et donc en fait, quand la police a arrêté Lehebi, il cherchait pas Serfati chez Lehebi. Donc il était en haut, il était à l'étage, et c'est là où il est rentré du coup dans la clandestinité, où il a quasiment fait 3 ans de clandestinité. Il se fait arrêter en novembre 74, à la suite de quoi pendant 14 mois personne ne sait où il est. Il est au commissariat d'Hermoul et Chérif, les mains attachées, les yeux bandés, il subit la torture pendant 14 mois. À la suite de ça, on arrive en janvier 77, où il y a le procès des 139 frontistes et de l'ensemble, en gros, du mouvement politique d'extrême gauche de l'époque, et notamment des trois mouvements que sont Hillel Hammam, le 23 mars et Travailler pour le peuple. À la suite, qui est un peu le dernier grand procès politique au Maroc, le simulacre de procès politique. À la suite de cela, lui se voit mettre à l'isolement pendant 2 ans. Donc là, on a quasiment 5 ans où, en vrai, sur les 17 ans, il ne peut pas avoir cette vivacité intellectuelle et ce travail-là. Mais à la suite de ces 2 ans d'isolement, très rapidement après, quelques mois après, je crois, en novembre 79, l'ensemble des prisonniers politiques marocains se mettent en grève de la faim. Ils se mettent en grève de la faim pendant 45 jours pour revendiquer leurs droits en tant que prisonniers politiques. Et ça leur permet qu'ils soient tous rassemblés dans une même section de la prison de Kénitra, où, à partir de ce moment-là, les portes quasiment étaient ouvertes des cellules. Et il y a un vrai centre de formation politique qui se crée et qui s'institue, où ils débattent de tout, où chaque ressource amenée par les familles à chaque prisonnier est mutualisée, collectivisée. Et ils débattent et de la vie collective et de ce qui se passe ailleurs.
Et c'est je pense, dans ce sens-là qu'ils ont pu maintenir tout ce travail intellectuel. Enfin, on a notamment l'exemple, là il y a une lettre qui vient d'être ressortie, qui avait été écrite du coup par Sion à Sidon et mon grand-père à destination de Yasser Arafat en 82, en disant qu'ils se tenaient à disposition de la résistance palestinienne. Et aussi un autre exemple, ils étaient avec les détenus de droit commun. Et du coup, les prisonniers politiques faisaient des cours d'alphabétisation auprès des prisonniers de droit commun. Donc il y a vraiment eu, et c'est une période carcérale très intéressante qui est en train d'être analysée plus finement par notamment des chercheurs marocains et qui était très foisonnante de réflexion et de débat. Et justement, la Palestine revient beaucoup dans l'ouvrage. Bon, c'est écrit sur la Palestine. Pourquoi, pour lui, la Palestine était-elle, je cite, un ferment révolutionnaire ? Il le dit que la Palestine permettra la libération des peuples arabes. Il le dit aussi dans le livre que le niveau de conscience politique des Palestiniens était bien supérieur, il parlait de dizaines d'années d'avance, bien supérieur au niveau de conscience politique des peuples arabes aux alentours. Donc je pense que par ce ferment révolutionnaire, il voulait dire que quand la Palestine se libérera, les militants révolutionnaires palestiniens pourront pourront partager leurs connaissances auprès des militants et des peuples arabes autour, et qu'à partir du moment où les Palestiniens se libéreront du joug du sionisme, les peuples arabes pourront se libérer du joug de l'impérialisme. Et justement, pour Tzedek, le génocide à Gaza est aujourd'hui donc documenté en temps réel. Comment est-ce que on peut analyser ça en tant que juif anticolonialiste ? Moi, je dirais déjà de la même manière qu'on analyserait pas mal de génocides, à savoir qu'il y a évidemment les responsables qui mettent le génocide en place et qui œuvrent, mais ce qu'il faut aussi critiquer, c'est la passivité et la passivité et la complicité du coup qui en émanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si l'écrasante majorité de la population israélienne n'était pas au courant de ce qui se passe et qu'elle n'était pas complice, au même titre que les deux tiers, au moins les 2 tiers du champ politique de la France et de manière générale la majorité des organisations politiques, des États occidentaux et ses gouvernants et une grande partie des éditorialistes, en fait, ne contribuaient pas à cette déshumanisation constante des Palestiniennes et des Palestiniens. Évidemment, comme à chaque génocide, il y a des choses qui nous renvoient à des processus de racialisation, de bestialisation et de déshumanisation dont les mécaniques en fait, peuvent se retrouver par le passé, à savoir que de toute façon, l'intention génocidaire est une caractéristique qui est pour moi intrinsèquement liée à la Nakba et donc à la fondation même de l'État d'Israël. Les premiers propos qui ont été tenus à l'encontre des Palestiniennes et des Palestiniens, qui les comparaient littéralement à des sauterelles, des insectes ou un peuple qui n'aurait jamais existé, elles ont été tenues par des personnes qui étaient dans des partis dits de gauche et le Parti travailliste. Après, il y a aussi des intérêts concomitants entre les différents États. On dit souvent, et moi je pense à juste titre, que même si ce n'est pas la seule, qu'Israël est une base arrière de l'Occident, elle se retrouve du coup logiquement à être aujourd'hui à l'avant-garde d'un néofascisme, qui est un phénomène mondial, qui n'est pas propre à Israël, mais qui se matérialise sûrement de la pire manière à l'encontre des Gazaouis, parfois en invoquant en plus une mémoire qui, moi je dirais, nous appartient quand même à nous aussi en partie, d'où l'importance de nos voix juives, puisque le sionisme en fait se justifie beaucoup par un narratif d'instrumentalisation de l'antisémitisme, et que malheureusement, une partie aujourd'hui des organisations dites représentatives des juifs et des juifs, même si bon, malheureusement particulièrement en France elles le sont quand même un petit peu, appuient complètement un narratif et donc se retrouvent responsables à minima de révisionnisme ou de négation ou de relativisation du génocide, ce qui pour moi revient au même dans cette période, et de l'autre même de complicité. Je ne sais pas exactement, enfin on pourrait vraiment essayer de rentrer dans les détails, etc. Mais il y a à la fois du coup des intérêts géopolitiques, il y a un discours aussi, il y a un discours et un narratif dominant autour d'une pseudo-civilisation judéo-chrétienne qui à mes yeux n'a jamais existé, mais qui ferait en fait des juifs et des juifs des alliés d'un projet suprémaciste en réalité qui est largement soutenu par l'extrême droite aujourd'hui, la suprématie blanche et la suprématie blanche dans son ensemble, et finalement une espèce de et finalement aussi comment dire, une volonté en fait de penser que l'émancipation des juifs et des juifs finirait finalement, passerait par l'acceptation de ce qu'on pourrait appeler une espèce de pacte racial qui, à mes yeux, est absolument autodestructeur
pour nous et pour nos identités aussi. Et comment est-ce que vous expliquez aussi cette instrumentalisation de la mémoire juive ? On le voit à chaque fois, en France en tout cas, pour le coup, ça a été vachement instrumentalisé. Il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, je pense un moyen aussi de dédouaner le passé de l'Occident et sa responsabilité déjà dans la conception de l'antisémitisme en tant que tel, puis dans l'extermination des Juifs et des Juifs, en omettant d'ailleurs qu'il y a toujours une littérature extrêmement abondante qu'on peut retrouver malheureusement même jusque dans les Fnac et dans certains et dans certaines librairies, qui est toujours d'actualité, des auteurs dont une grande partie de l'extrême droite et de la droite, voire même de ce qu'on appelle le centre, se réfèrent. Et il y a, je pense, aussi une volonté de hiérarchisation des formes de racisme qui aussi peuvent profiter pour mettre un agenda réactionnaire en place. Aujourd'hui, c'est quand même difficile, et même pour moi impossible, de ne pas faire le lien avec une montée d'islamophobie. D'ailleurs, ce que font certains organismes pseudo-représentatifs comme le CRIF aujourd'hui, qui ont des liens avec des sphères ouvertement islamophobes, comme on a pu encore l'observer depuis certains jours, ça permet aussi à ce discours suprémaciste et dominant, pour moi, de vouloir se porter en défense des Juifs et des Juifs, donc d'avoir une espèce d'antiracisme de façade pour faire avancer un agenda réactionnaire dans lequel on trouve de l'islamophobie, on trouve du racisme anti-palestinien et généralement par extension aussi de la xénophobie et le refus d'un projet de rupture à gauche qui serait émancipateur. Et justement, Théo, comment, selon toi, Abraham aurait pensé, qu'aurait-il pensé plutôt du génocide actuel à Gaza et de l'effondrement du système international ? Je pense comme tout le monde, il aurait été très triste et il aurait essayé de, comme certains font, de mettre toute son énergie pour que cela cesse. Après, tu l'as dit, hein, je pense que d'ailleurs le génocide à Gaza, vous le dites depuis tout à l'heure, le premier génocide en live de l'histoire, c'est vraiment la faillite de la moralité de l'Occident et moi je vais le dire avec mes mots, c'est comment, vers où les classes bourgeoises et les classes dominantes nous ont menés depuis 40 ans. Et aujourd'hui, en réalité, seuls des fous peuvent se permettre de défendre le droit d'Israël à se défendre. On marche... c'est même pas en marche sur la tête, quoi. J'ai pas de mots, quoi. Ce qui se passe en Palestine est une horreur sans nom. Et justement, il disait aussi une affirmation, le peuple israélien n'a pas d'autre patrie que celle qu'il a volée au peuple palestinien. Ouais, il me semble que c'est il s'appuie du coup sur une citation d'Ilan Halevi en disant également le peuple palestinien a d'autres patries que celle qui a été celle qui est contrôlée par les sionistes. Et là-dedans, je crois que c'est dans le chapitre, il me semble, sur le peuple israélien, un conglomérat en voie de dislocation. Oui. Et il voulait pointer, je pense, un peu le paradoxe aussi de ce siècle-là, qui a été un siècle où les mouvements de libération ont libéré de nombreux pays des griffes du colonialisme, et qui en même temps a érigé un pays, un État colonial. Et pour démontrer que l'aberration, encore une fois, du sionisme et de cette patrie et de ce projet monté artificiellement. Et Jonathan, en quoi justement ces mouvements juifs anticolonialistes actuels sont-ils importants et essentiels ? Alors, il y en a plusieurs. Le fait est qu'on est quand même très scrutés, les Juifs et les Juifs, sur la question palestinienne, et que, en gros, si ce discours n'existe plus, et que nos identités juives antisionistes n'existent plus, il y a déjà un pan d'histoire qui s'efface, et tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le sionisme aussi se justifie par le fait qu'il serait représentatif des Juifs et des Juifs, ce qui est malheureusement en partie vrai en France, mais le fait est que les histoires juives, parce que je préfère parler au pluriel, sont aussi teintées de toute une époque où le sionisme n'était pas hégémonique dans différents courants du judaïsme et des judéités. Il y a un livre très intéressant que je vous incite à lire, qui a été fait par nos camarades de l'Union juive française pour la paix, qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive.
Le fait est aussi que dans les pays occidentaux et dans les métropoles impériales, là où finalement se construit le soutien au génocide, puisque l'État d'Israël ne pourrait pas mettre en place sa politique exterminatrice, coloniale et d'apartheid à l'encontre des Palestiniens sans le soutien de l'Union européenne, sans le soutien de l'Angleterre et sans le soutien des États-Unis. Donc le combat se joue dans les pays occidentaux et c'est là où se retrouve aujourd'hui l'écrasante majeure partie des diasporas juives en dehors d'Israël. Et dans des pays comme les États-Unis, aujourd'hui, elles commencent vraiment à avoir un écho qui est extrêmement fort. Si on regarde par exemple la partie de la population qui a soutenu l'actuel maire de New York, Mamdani, une grande partie des Juifs et des Juifs l'ont soutenu. Ce serait pas le cas en France, mais nous, on part du principe que c'est pas quelque chose de figé dans le temps, qu'il y a tout un combat à mener, et puis c'est aussi, je l'ai dit dans l'introduction, mais une volonté de vouloir se réapproprier des histoires juives qui portent un projet d'émancipation antiraciste et de vouloir aussi refaire exister des existences diasporiques sans lesquelles, en fait, et sans le soutien envers le peuple, et en fait l'étape nécessaire, c'est évidemment de soutenir les Palestiniennes et les Palestiniens. Il n'y a pas d'autres moyens possibles, d'autant que, encore une fois, je l'ai dit, on est quand même beaucoup plus scruté que d'autres, et malheureusement, on va même accorder la parole plus facilement à des Juifs ou des Juifs antisionistes et anticolonialistes, même si c'est déjà très difficile pour nous, qu'à des Palestiniennes et des Palestiniens. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, et je finirai là-dessus. Je pense que notre rôle aussi, c'est d'aider à visibiliser ces voix et de dire, en fait, des fois, ça nous arrive avec Tzedek ou l'Union juive française pour la paix d'être parfois plus invités pour parler de la Palestine que des Palestiniennes et des Palestiniens. Et c'est à nous de faire ce travail, de dire, écoutez, il y a aussi des organisations qui prônent une centralité palestinienne, comme c'est le cas de nos camarades d'Urgence Palestine, qui font écouter et qui seraient probablement plus à même de répondre à vos questions, même si certaines et certains d'entre nous ont eu l'occasion de se rendre en Palestine à plusieurs reprises. Et Abraham Sarfati considérait aussi la question palestinienne comme le dernier point de rupture de l'ordre mondial. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, la question palestinienne était le ferment révolutionnaire de la région. Donc je vois pas exactement où est-ce qu'il a dit ça, mais je pense que c'est lié à cela. Quand la Palestine sera libre, le monde arabe sera libre, oui. et la révolution mondiale pourra arriver. Je pense que c'est en ça qu'il parlait de ce point de rupture-là. Je pense aussi que c'est peut-être, ça c'est plus mon avis, mais moins vrai depuis 2 ans et depuis 3 ans et demi, depuis le génocide à Gaza et depuis la guerre en Ukraine, qui a un peu redessiné les lieux de pouvoir et les rapports de force dans le monde entier. Et il distinguait aussi judaïsme, identité juive, culture juive arabe et idéologie sioniste. Jonathan ? Moi, pour moi, ça me paraît être une évidence. En fait, on va dire que déjà, il y a différentes manières d'être juive. Il y a les judéités, on est d'accord pour dire qu'elles découlent toutes du judaïsme. Mais en fait, être juive et juif, contrairement à ce qu'on entend souvent, y compris par des camarades, c'est pas nécessairement une confession. Comment est-ce que je pourrais définir ça ? Oui, c'est une situation sociale, c'est-à-dire que déjà parmi des personnes qui subissent de l'antisémitisme ou qui revendiquent une culture juive, certaines ne sont pas pratiquantes. Elles entretiennent cet héritage à travers des langues, à travers des bijoux, enfin tout ce qu'on pourrait appeler ce mot qui veut un peu rien dire, une culture. Et donc, on peut très bien être juif, arabe, sans pratiquer le judaïsme, oui. Mais en ayant une certaine attache avec ça. Plus rarement, on peut revendiquer une judéité arabe en étant sioniste, même si c'est par définition de plus en plus rare. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la majeure partie des juifs et des juives qui habitent en Palestine intérieure, enfin en Israël, sont des personnes qui viennent de pays arabo-musulmans. C'est dire le degré d'aliénation qu'on a atteint. Et donc chacune, en fait, de ces cases correspond à ce qui pourrait définir une partie de l'identité d'une personne qui s'en revendique, sachant que les identités sont multiples aussi, quoi. Par contre, être les 4 à la fois, ça va être compliqué, effectivement. Et qu'aurait-il pensé, justement, Abraham Sarfati, de la criminalisation des voix pro-palestiniennes aujourd'hui ?
Je pense que, comme tout, il aurait essayé d'y voir Qu'il a subi d'ailleurs. Qu'il a subi. Je ne sais pas si en réalité il a vraiment subi, lui, son soutien à la Palestine et plus au contraire son engagement pour le Maroc. C'est plus, je pense, ça qui l'a amené à subir tout ce qu'il a subi. Mais je pense qu'il essaierait comme un peu à chaque moment de sa vie, et quand il analyse, d'y voir justement un point d'analyse ou une grille de lecture. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe actuellement, seuls des fous ne pourraient ne pas le voir. Et je pense que derrière la criminalisation des voix pro-palestiniennes, c'est le dernier maillon de cette sauvegarde-là. Je pense que aujourd'hui, personne ne peut être dupe sur le projet sioniste et ce vers quoi il mène, en l'occurrence un génocide. Donc la criminalisation des voix pro-palestiniennes n'est que j'espère, à mon sens, le dernier maillon de la défense de ce projet-là. Et comment justement transmettre son combat, parce que je pense des personnes qui ne connaissent pas Abraham Serfaty, malheureusement, comment justement transmettre son combat dans un monde qui est quand même saturé d'images, de violence et d'indifférence? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est aussi, au-delà de ce que j'ai dit en introduction, qui m'a poussé à faire ce travail de mémoire autour de lui, c'est forcément de remettre toutes ses idées, parce qu'il n'a pas que écrit sur la Palestine et sur le sionisme, mais moi, ça fait un petit moment que j'avais ce projet en tête, et forcément, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand le génocide a commencé, la réédition de Écrits de prison sur la Palestine, parce que là-bas c'était Écrits de prison sur la Palestine, est devenue une évidence pour justement essayer de remettre un peu de clairvoyance, un peu de lucidité, une analyse plus poussée de toute cette situation, et surtout on ne peut pas le taxer d'antisémitisme, ce qui est un peu aussi un des derniers maillons de défense de tous ces gens-là, on va les appeler comme ça. En l'occurrence, lui, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas dire antisioniste égale antisémite. Pour le moment. Oui, et justement, Yonatan, pourquoi toutes les critiques d'Israël sont-elles immédiatement assimilées à de l'antisémitisme ? Parce que je pense que c'est un des leviers les plus efficaces pour les faire taire, qui renvoie aussi à une histoire européenne qui n'est pas très flatteuse pour les États européens. Je faisais juste une petite parenthèse sur ce que tu disais. Moi, je pense qu'en fait, au-delà c'est pas nécessairement de la folie, c'est soit une approbation qui utilise la négation du génocide en tant que tel, en disant, en fait, le seul moyen aujourd'hui de justifier ce génocide, c'est de faire comme s'il n'existait pas, ou plus largement, je pense, une forme de déni intériorisé. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, aujourd'hui, il ne reste quasiment que cette attaque-là. D'ailleurs, c'est des attaques qui se traduisent matériellement par des offensives assez graves, notamment l'adoption de la loi de l'IHRA qui veut criminaliser l'antisionisme et en faire la même chose que l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, face à laquelle il va y avoir un vrai combat. À mener, et le fait est qu'en fait, je pense qu'en fait, ce serait difficile de trouver un autre argument aujourd'hui pour contrer le mouvement de solidarité envers la Palestine. Ça date pas d'hier, cette idée d'un nouvel antisémitisme qui émanerait du soutien à la Palestine. Ça a été conceptualisé plutôt dans les années 70. Mais aujourd'hui, c'est la dernière chose, en fait, c'est la dernière chose qui leur reste, d'où l'importance, en fait, d'avoir des voix juives qui se lèvent contre ça, mais aussi qui resituent l'histoire de l'antisémitisme et réellement ce que c'est. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, moi, me paraît important à dire. Une partie même des juifs et des juifs, mais c'est pas les seuls, une partie des gens ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme et plus généralement de racisme, qui ont un petit peu toute leur histoire dans les 2 étapes que j'ai décrit tout à l'heure, avec leur singularité et leurs mécanismes qui leur sont propres. Mais un exemple qui me vient en tête et qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est le score qu'a pu faire Éric Zemmour au sein de nos communautés. Moi, je préfère parler au pluriel et même de dire des communautés. Et il y a un exemple qui me vient en tête qui est particulièrement frappant, c'est celui de ce qu'on appelle la petite Jérusalem à Sarcelles. Alors, il y a un taux d'abstention comme partout en banlieue parisienne et dans des quartiers populaires qui est, je ne vais pas dire que c'est rassurant, mais quand même un peu plus élevé que la moyenne. Mais le fait est qu'Éric Zemmour fait des scores
a fait des scores extrêmement forts aux élections présidentielles, que son parti s'appelle Reconquête et que le projet historique de la Reconquête, c'est tout simplement d'anéantir le judaïsme et l'islam. Et le fait est qu'en fait, comme on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de sionisme, d'antisémitisme et d'histoire d'histoire des races, entretenir la confusion autour de ce terme-là, parce qu'on n'a pas fait le travail dans les manuels scolaires, parce que le racisme n'est pas enseigné autrement que par une dimension morale, c'est une peur sur laquelle en fait on peut jouer, quitte à prétendre que l'extrême droite deviendrait aujourd'hui un rempart pour les juifs et que la gauche en fait serait dans un projet d'extermination. Ça, c'est des trucs qu'on entend à la fois à l'extrême droite, mais aussi chez le printemps républicain, voire même chez la gauche libérale molle, quoi. Et dans le discours justement de certains politiques et des médias mainstream, on oppose tout le temps les Israéliens aux Palestiniens. Comment aujourd'hui on peut imaginer justement un avenir commun sans effacer les mémoires de crimes du côté israélien et du côté palestinien, selon vous, pour tous les deux? C'est une bonne question. Lui, dans le livre, il prône d'abord pour un État unique, en précisant que les deux États, d'abord un État démocratique palestinien et un État, il le dit, qui pourrait s'appeler Israël. Faut savoir qu'avant ce livre, il y a Lutte antisioniste et révolution arabe, qui est son premier livre qu'il a écrit en 1974, donc au moment où il se fait incarcérer, en 1977, excuse-moi, au moment où le procès au Maroc se lance, et à l'époque il ne parle même pas d'un État israélien, il parle d'un État palestinien laïque et un État palestinien. Je pense qu'il ne faut pas renier, ça c'est du coup mon avis, je pense qu'il ne faut pas renier les souffrances des uns et des autres, et il faut être assez lucide pour les affronter, mais... Moi, je vais être un peu plus dur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des souffrances liées à l'exil qu'ont pu subir les Juifs et les Juifs qui se sont installés en Israël. Je veux dire, quelqu'un qui a survécu à la Shoah, qui au lendemain de la Shoah se retrouve confronté à des tentatives de pogrom antisémites en Pologne, ou tout simplement qui n'a plus envie de rester dans des pays qui avaient quand même des velléités historiquement pogromistes, comme je sais pas, la Roumanie, comme la Hongrie, ou tout simplement l'Allemagne nazie. C'est quelque chose de tout à fait compréhensible. On ne peut pas leur en vouloir, d'autant qu'une partie des États occidentaux de l'époque refusaient d'augmenter leur quota d'immigration, y compris pour des Juifs, et ça a été le cas en France, où au lendemain de la Seconde Guerre, il y a des survivants qui sont retrouvés expulsés, ou en tout cas qui auraient pu être expulsés. De même qu'il y a eu un encouragement beaucoup plus fort dans les pays arabes, mais certaines tensions ethniques qui se sont parfois traduites par des agressions physiques, qui ont précipité une partie les Juifs et les Juifs du monde arabe vers l'exil. Même si moi je mets pas ces persécutions au même niveau. Le fait est, la question c'est comment est-ce qu'on passe de réfugiés à colons, et quelle est la part de responsabilité des Palestiniennes et des Palestiniens là-dedans, qui a finalement, si on peut parler entre guillemets de crimes de guerre ou quoi que ce soit, n'ont fait que se défendre face à un processus de colonisation et d'apartheid. Moi j'aimerais croire à un devenir commun entre les Palestiniennes, les Palestiniens et les Israéliens. Mais actuellement, c'est quand même impossible. Je veux dire, il y a un génocide en cours. Les grandes manifs d'opposition qu'on a vues... Qui est nié aussi par beaucoup de politiques et beaucoup d'institutions. Bien sûr, une propagande dès le plus jeune âge, un service militaire qui enrôle absolument toute la population. Mais il n'y a pas eu de manifestation massive à Tel Aviv pour s'opposer au génocide. La peine de mort vient d'être rétablie pour ce qui est considéré comme terroriste, sachant que c'est quand même un champ malheureusement très large de la résistance palestinienne. Bon, il n'y a pas de manifestation massive, et donc du coup, moi, avant de penser à un devenir commun, de revenir sur la solution à un ou deux États, sur lesquels même les différentes factions et organisations politiques palestiniennes ne s'accordent pas forcément, ma question c'est comment aider les Palestiniennes et les Palestiniens à se libérer et à concevoir leur autodétermination, et le reste leur appartient. Enfin, je veux dire, si on prend d'autres exemples historiques de colonisation, moi, un qui me viendrait en tête, c'est celui de l'Algérie. Moi, je pense qu'on n'avait pas forcément à décréter, à dire aux Algériens ce qu'ils avaient à faire de leurs colons au moment de se libérer, et vouloir en fait
imposer depuis l'extérieur une solution à des personnes qui subissent un génocide, qui subissent l'apartheid ou qui subissent la colonisation, que ce soit pour les Gazaouis, les habitants de Cisjordanie ou de Palestine intérieure, plus les millions de Palestiniens qui vivent en dehors, hein, les Palestiniens de 48, c'est pas forcément par là que j'aimerais commencer le truc. Et honnêtement, là, actuellement, le devenir commun entre l'occupant, l'occupé, celui qui subit et celui qui fait subir, même par sa complicité passive sans vouloir agir, j'y crois pas trop et je pense même qu'on n'en a jamais autant éloigné. Le seul espoir, ce serait des campagnes de refus de services militaires massives, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est plus l'influence extérieure qui permettra d'avoir un rapport de force pour faire changer la société israélienne qui n'a jamais été aussi fasciste que maintenant, quoi, disons-le clairement. Oui, je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Jonathan. Mon grand-père, il disait exactement ce que tu disais. C'est pas à nous de donner aux Palestiniens ce qu'ils doivent faire. Éventuellement, on pouvait juste les conseiller. Lui, pour l'avènement de la résistance, de la révolution palestinienne, il avait fixé 3 prérequis. Un peu ce que tu disais, c'est le focus de la révolution palestinienne envers le sionisme, qui a un peu été arrêté à un moment. L'œuvre le rôle des révolutionnaires juifs, pas des juifs, des révolutionnaires juifs, donc des militants, qu'ils soient en Israël ou en dehors, à destination du sionisme, et le rôle, tu l'as dit, de l'Occident, et notamment des intellectuels, de la pression internationale. Ça, c'était les prérequis. Après, lui, il écrivait, du coup, la majorité des textes du livre datent de 85. Tu le disais tout à l'heure, c'était un moment où le sionisme n'était pas si hégémonique qu'aujourd'hui. Et c'est là moi, c'est un des moments, je pense, en relisant le livre, quand on bossait sur la réédition, qui m'a le plus touché et qui est le plus triste. C'est qu'à l'époque, il disait en 85, c'est un projet qui peut nous prendre 20 ans. On en a déjà perdu 15. Donc ça, en vrai, on en a perdu 55. Et même on n'a pas perdu. Nous, on les a perdus face à nos opposants. Mais je pense que du coup il faut combattre le sionisme pied à pied et quand je disais il faut être lucide par rapport aux souffrances, c'est je veux pas défendre qui que ce soit, mais il le dit à un moment aussi dans le livre, les Israéliens qui étaient présents en Israël, même s'ils n'étaient pas sionistes, pendant toute une période, ils entendaient les radios des pays arabes aux alentours crier leur haine des Juifs et le fait qu'il fallait les rejeter à la mer. Donc forcément, ils se sont rapprochés du projet sioniste et israélien de facto. Et en plus, il y a eu l'émergence, je pense, d'un point de vue mondial, d'une classe moyenne qui a fait que de nombreuses personnes qui ont un peu lâché la lutte. Mais je pense qu'il faut vraiment combattre pied à pied le sionisme et dans notre malheur absolu qu'est ce génocide, je pense encore une fois, ça met le regard sur ce qu'est réellement le sionisme et les discussions, elles vont forcément s'ouvrir. Peut-être pour conclure un dernier mot sur qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne d'Abraham Serfati, de son combat, de sa vie, de sa lutte, de ses résistances? C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est à moi de le déterminer et de le décréter. Moi, c'est ce que j'ai un peu dit depuis tout à l'heure, c'est que je pense que son combat méritait de survivre à sa simple vie et qu'il fallait absolument travailler sur cette mémoire-là. Mais j'aimerais qu'on retienne de lui son courage, sa grandeur, sa soif de justice, son engagement irrévocable et j'ai envie de dire même sa sensibilité, parce que ce qui me touche aussi beaucoup chez lui, c'est sa constante capacité à se remettre en question, que ce soit sur la Palestine ou même le Maroc. Constamment dans sa vie, il s'est questionné sur ses propres positions et son propre discours. Enfin, on en parlait tout à l'heure sur c'est une amie qui me disait ça récemment, quand ils étaient en prison, quand du coup ils avaient ce petit centre de formation politique, on va dire, il y avait encore des consignes qui partaient aux militants sur le terrain. Lui-même était très gêné de ça. Parce qu'il était en prison, il n'avait pas envie de donner des consignes à des camarades sur le terrain. Constamment, il s'est remis en question avec le Maroc. Au début, il était militant révolutionnaire, puis il a pris des responsabilités dans le gouvernement marocain, pour après, au moment de la grève des mineurs, prendre position pour les mineurs, rentrer dans la clandestinité, rentrer en prison. Il s'est fait exiler
Et au moment du changement de régime, pareil, il y a recru et il s'est réengagé auprès de son pays. Et sur la question palestinienne, c'est pareil. Malgré le fait qu'il, dans le livre, on le voit, il critique beaucoup Madrid, au moment de la conférence de Madrid qui mènera aux accords d'Oslo. Il est très critique de ce qui se passe à Madrid. Mais en même temps, on le voit, et c'est tous les textes qu'on a rajoutés dans la réédition, donc après la prison, c'est pour ça qu'on a retiré le écrit de prison, donc de 93 à 2004, où il analyse le processus d'Oslo, malgré du coup sa critique initiale de Madrid qui mène du coup en réalité à l'impasse de ce qui est Oslo. Au début d'Oslo, il veut y croire. Il veut y croire, et dans ce qu'il a avant nommé comme une impasse, il a essayé de trouver les moyens d'eux. Et c'est cette sensibilité-là et ce recul, je pense qu'il faut qu'on retienne de lui. Merci. Et Jonathan, peut-être un dernier mot aussi sur ce qui doit être transmis peut-être aux générations juives futures. Alors, aux générations juives futures, justement, des figures comme Abraham Sarfati, mais c'est pas le seul. Pour moi, c'est un modèle ainsi à suivre, et surtout un regard du passé qui est tellement clairvoyant, qui l'aide à comprendre le futur et à refaire un lien historique vers un internationalisme qui s'est complètement perdu, donc une tradition révolutionnaire de nos judéités à entretenir. Au-delà de la question juive, il y a quand même aussi cette idée d'avoir fait de ces années de prison un centre névralgique de sa théorisation, de sa théorisation politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on retrouve de manière générale dans beaucoup de luttes. Je pense aux camarades basques, aux camarades turcs, plus près de chez nous, à notre ami Georges Abdallah, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps, ou même à Salah Hamouri. Et du coup, le désir aussi de réentretenir une culture juive anticolonialiste qui passe évidemment par le sionisme, mais qui va beaucoup plus loin à travers les différents engagements qu'il a pu avoir au Maroc, avec un regard finalement assez global sur la situation internationale. Et je pense qu'en fait, la redécouverte d'une figure comme celle d'Abraham Sarfati permet encore une fois d'en découvrir d'autres. On parlait d'Ilan El Levi, avec lesquels parfois ils expriment des désaccords de manière épistolaire assez profonds. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait qu'on a eu un ministre de l'OLP, donc de l'Organisation de libération de la Palestine, qui siégeait aux côtés de Yasser Arafat, qui était un ministre juif en fait. Et je pense que partir de ce livre-là, ça va aussi permettre à un certain nombre d'historiennes et d'historiens, qu'ils soient juifs ou non, mais bon, qu'ils soient juifs ou non, de pouvoir en fait faire des recherches encore plus approfondies sur ce qu'a pu être le mouvement anticolonialiste du Maroc, et notamment ces figures juives qui nous sera forcément bénéfique à nous en tant que juifs et juifs avant tout, aux Marocains, au monde arabo-berbère, si j'ose dire, ou en tout cas au monde arabo-musulman dans son ensemble, et de manière plus générale par l'internationalisme et la lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et anticapitaliste dont on se réclame chacune et chacun d'entre nous chez Tzedek. Merci beaucoup Jonathan, merci Théo, et je rappelle que vous pouvez découvrir ou redécouvrir l'œuvre d'Abraham Sarfati dans Écrit sur la Palestine aux éditions Sileps. Et merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à soutenir le média sur notre pétition tntdesindés.fr. Très belle fin de journée. Au revoir.